Objet jazzistique non identifié. Objet jazzistique non identifié. Objet jazzistique. Bonsoir à tous, chers auditeurs, bienvenue sur la nouvelle émission de Radio Shalom, OJNI, objet jazzistique non identifié, comme vous avez pu très justement l'entendre dans le jingle. Et alors ce soir, je suis en compagnie de mes deux compères qui vont accompagner et m'accompagner dans cette émission, autour du jazz comme vous l'aurez compris. D'abord en première ligne Thibaut. Bonjour, bonsoir. Et Nicolas. Bonsoir. Et avec moi-même, Lucas, nous allons donc nous attarder sur plusieurs objets qui sont plus ou moins liés du jazz. Ça dépendra des nombreuses thématiques que nous allons aborder tous les samedis sur Radio Shalom. Donc ce soir, nous allons nous intéresser au saxophoniste américain Kamasi Washington, un saxophoniste ténor, un jeune saxophoniste ténor né en 1980 à Los Angeles, en Californie. Donc il commence le saxophone à l'âge de 13 ans, il découvre le saxophone soprane et il commence à étudier vraiment l'instrument. Il suit des études musicales assez poussées dès le lycée. Il participe à différents big bands, que ce soit le big band de son école ou quoi. Et il intègre l'Université de Californie à la fin du lycée, au département d'ethnomusicologie. C'est là qu'il va commencer vraiment sa carrière de saxophoniste, sa carrière professionnelle du moins, avec son groupe The Young Jazz Giants. Et surtout, à la fin de sa deuxième année d'université, il fait sa première tournée nationale avec Snoop Dogg, donc un saxophoniste de jazz qui joue beaucoup avec des rappeurs. Et donc on va parler aujourd'hui notamment de son album The Epic, sorti en 2015, on va écouter tout de suite un extrait qui s'appelle Change of the Guard, l'ouverture de l'album.
C'était Change of the Guard par Kamasi Washington, un extrait de son album The Epic, paru en 2015. Donc, après écoute. Bah écoute, si tu veux commencer, Nicolas. Eh ben pourquoi pas. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce morceau qui, d'une part, est quand même long pour commencer un album, mais sachant tout de même que c'est un album qui est très très long, composé de 3 disques, avec une durée extraordinaire de 172 minutes, ce qui fait à peu près 2h50, ce qui est déjà à l'origine, je veux dire, on est vraiment sur un objet jazzistique non identifié, quoi. Il est complètement cosmique. Que dire dessus ? Je dirais qu'en premier lieu, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment empli de tradition, quoi. On entend directement, dès les premières mesures, quoi, on entend le piano très très inspiré de McCoy Tyner, même le son du ténor, quoi, qui est assez inspiré de Coltrane aussi dans ses derniers albums, quand il commence à faire des chorus dans le suraigu. Ouais, puis toute cette... Enfin là, on a vraiment la dimension, tu vois, crescendo, le truc qui monte en puissance au fur et à mesure dans le chorus de Washington, quand même. Donc tout en continuant sur la forme un petit peu du morceau, c'est en tout cas dans l'orchestration quelque chose d'extrêmement massif, parce qu'on retrouve des cordes, on retrouve un chœur, on retrouve... Non, il n'y a qu'une seule batterie sur celui-là. Oui, il n'y a qu'une seule, il y a qu'une seule batterie, c'est déjà pas mal. Donc avec un thème qui est exposé, qui est relativement simple d'ailleurs. Par la suite, évidemment, le chorus de piano, qui est extrêmement intense, dans le sens où... il commence tout de suite avec un débit de double croche, j'ai envie de dire... c'est intense, quoi. C'est intense. C'est intense, c'est chargé, c'est à l'image un peu de l'orchestration. Fougueux. Avec un changement de tonalité assez récurrent. Il prend tout de suite au demi-ton supérieur, au demi-ton inférieur. Il y a une vraie volonté de déconstruction, je pense, de la tonalité, de la modalité même. Irons-nous jusqu'à dire que c'est de l'anti-jazz, je n'en sais rien, mais il y a en tout cas... On va peut-être pas s'aventurer jusque-là quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté, que il se promène, quoi. Il se promène vraiment, quoi. Voilà. Après, on retrouve donc le chorus de trompette, par exemple. C'est rigolo parce que j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'interventions en fait, derrière des bacs. On est vraiment sur une structure qui est complètement maîtrisée, je pense, dans lequel il y a beaucoup d'improvisation évidemment, mais qui reste maîtrisée, quoi. On a toujours ta forme, les A, les B qui s'alternent, c'est vraiment maîtrisé, tout est bien écrit d'ailleurs. Il n'y a pas de grosse déconstruction comme on pourrait évidemment l'observer chez Mingus par exemple, ou même chez Coltrane, je veux dire. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait hors antenne, quoi. C'est quand même un... Bon, moi voilà, sans le cacher aux auditeurs et à mes 2 compagnons ici, c'est vrai que c'est les premières fois que je découvre ce saxophoniste-là, Kamasi Washington. Et bon, en tout cas, dans les premières écoutes, ce qui me paraît assez flagrant, c'est que c'est vraiment, lui et puis les musiciens qui l'accompagnent, des gens qui sont sous l'influence d'énormément de choses. Alors, comme tu disais justement, à très juste titre, Nicolas, hors micro, à propos de la tradition, tu vois, là, on parlait de Coltrane, on parlait déjà, tu vois, des ténors, des grands du jazz. Et là, on écoute dans les improvisations, tu vois, là... Par exemple, moi j'avais noté sur le chorus de trompette, tu vois, on a la rythmique derrière, ça passe en binaire, ensuite ça repasse en drive. Il y a comme ça cette liberté dans les formes, mais voilà, toujours assez cadré quand même. Et moi je trouve aussi que c'est vrai que c'est particulièrement chargé quand même derrière, avec les accords à la Tyner, et puis les voix, les chœurs dessus. Alors j'imagine en live, si en plus il y a 2 batteries, ça doit être quand même assez particulier à composer, quoi. Alors j'allais rebondir là-dessus justement, mais je trouve que dans cet album, en règle générale, il y a une vraie dimension mégalomane, quoi. On est sur un orchestre complet, ce qui est quand même vraiment pas usuel. Peut-être qu'on peut rebondir d'ailleurs sur la forme générale de l'album. Parlons toujours de l'album The Epic, sorti en 2015 au label Brainfeeder. Comme je le disais à l'instant, un triple album de 172 minutes, 2h50 à peu près. Lui-même composé en fait, donc il a vraiment pensé ça en triptyque, avec un volume 1 qui s'appelle The Plan, un volume 2 qui s'appelle The Glorious Tale, et le 3e, The Historic Repetition. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Il y a beaucoup d'humour en fait, beaucoup d'humour, pas mal de jeux de mots, je veux dire sur on reprend le premier titre par exemple du volume 2, Miss Understanding, Madame Compréhension, évidemment un jeu de mots de Misunderstanding,
incompréhension. On a un titre qui m'a en tout cas particulièrement frappé sur le premier volume, notamment The Rhythm Changes, qui est en fait la version anglaise de ce qu'on appelle en France l'anatole, qui est une forme archétypale de 32 mesures, qui a été au cours de l'histoire du jazz quelque chose de pris, de repris. Beaucoup de standards de jazz en fait sont articulés autour de cette forme. Et il la reprend, il ose même l'appeler du nom de la forme, en changeant des paroles, des paroles d'ailleurs qui n'ont assez simplistes en fait. On sent vraiment le côté ironique derrière, et avec un B qui est réharmonisé pour l'occasion, qui est assez rigolo, je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Et donc dans le volume 3, ce qui est très très intéressant, donc c'est le côté, comme il le dit, The Historic Repetition, la répétition de l'histoire. C'est en tout cas quelque chose, il y a une vraie dimension encore une fois de tradition, d'hommage, puisqu'il va reprendre en fait Cherokee de Ray Noble, qui est quand même un grand standard du jazz, reprise de très très nombreuses fois, notamment dans l'ère bebop. Et puis Clair de Lune, voilà quelque chose de plus surprenant encore, de Claude Debussy, où elle va faire on l'écoutera très sûrement en fin d'émission. Il va reprendre ce thème dans la même tonalité d'ailleurs, mais en ajoutant cette touche que l'on apprécie vachement, que l'on apprécie beaucoup chez Kamasi Washington, cette touche imprévisible, quoi, d'horizons totalement différents, à la fois du hip-hop, avec son orchestre, complètement mégalo. Je voulais parler encore une fois de la pochette d'album qui continue dans ces thématiques, encore une fois, d'objets non identifiés, où on peut voir Kamasi Washington ténor en main, tel Ornette Coleman sur l'un de ses albums. The Shape of Jazz to Come, plus exactement. Merci pour la petite précision, Lucas. Où l'on le voit tenant fièrement son ténor sur une planète. Il est vraiment dans l'espace. On ressent toute cette dimension cosmique dans teinté tout l'album, quoi, la couleur générale. Et donc pour terminer, nous allons écouter du Cherokee justement dont je parlais, qui se trouve dans le 3e volume et qui est une composition de Ray Noble. Voilà.
Voilà, une petite note de douceur ce soir sur Radio Shalom avec Ojni, et nous écoutions Cherokee de la version de Kamasi Washington paru sur The Epic en 2015. Voilà, après cette écoute, qu'est-ce qu'en pensent nos deux invités ? Déjà, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte, ça contraste sévèrement avec le premier morceau qu'on a écouté, donc qui était beaucoup plus intense, beaucoup plus free aussi, avec beaucoup plus d'exploration harmonique autour de la grille d'accords, Tout à fait, ouais. enfin d'exploration par les solistes notamment. Là, on est sur un truc beaucoup plus doux, beaucoup plus minimaliste, et c'est cool. Là, c'est avec la voix donc de Patrice Quinn. Enfin voilà, c'est vraiment un contre-pied complet, notamment au niveau du morceau en fait. Cherokee, c'est un standard qui a été enregistré des dizaines et des dizaines de fois, mais qui est généralement joué à toute blinde en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un thème bebop, Voilà. N'oublions pas. C'est un petit peu un morceau performance en fait. Voilà, c'est ça, ouais. On va voir à quelle vitesse maximale on peut le pousser, et puis voilà, c'est vrai qu'en buff ça. Très ça nombreuses sert un sont petit les peu à ça, versions. quoi. Évidemment, on pense tout de suite à NHOP ou Joe Pass par exemple, ou à Wynton Marsalis. Effectivement, c'est un morceau c'est une course, vraiment, à la note, à celui qui va en faire le plus. C'est une compétition, voilà. Et là, curieusement, on a quelque chose de très mignon en fait, à la fois dans l'arrangement, à la fois il y a l'orgue aussi, voilà, qui glisse un petit peu, qui est dans toujours cette espèce d'esprit soul, presque. Ouais, c'est ça, c'est très Avec la large voix en de fait. Ouais. Patrice Quinn, effectivement, qui survole un peu tout, telle une diva, quoi. Et Patrice Quinn, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'autres chansons, elle est quand même assez présente sur l'album. Très souvent avec ce timbre de voix, évidemment, comme j'en parlais tout à l'heure, mais sur The Rhythm Changes, c'est pareil, le thème est exposé de manière presque naïf, tout en sachant que... Alors j'appuie encore là-dessus, mais parce que je trouve que chez Kamasi Washington, il y a toujours ce côté de tradition, et sur Cherokee notamment, alors que tout à l'heure on était sur de la déconstruction totale, la grille est suivie, je veux dire, stricto sensu. Tous les accords sont développés sans même beaucoup d'altération. Il y a juste un petit chorus au bout d'un moment je pense, du pianiste, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Cameron Graves. Merci, qui se retrouve à ce moment-là au Rhodes. Je pense qu'il a une très très forte personnalité là-dessus, il aime bien quand même déconstruire les choses, mais hormis ça, je veux dire, tous les chorus sont, pour ainsi dire, pas très originaux, quoi. Mais après voilà, c'est aussi pour se c'est plier un au choix style, quoi. esthétique, c'est tout à fait dans un choix esthétique, évidemment. Moi je trouve que c'est vachement intéressant, quoi, d'arriver à... Aujourd'hui quand on écoute des albums comme ça de jazzmen qui sont très récents, en fait, on arrive à énormément de métissage, quoi, comme on expliquait un petit peu tout à l'heure sur les influences, et c'est vrai que là c'est assez scotchant en fait d'avoir écouté un premier morceau qui vraiment part, comme tu disais Thibaut, dans un côté exploration de la masse sonore, et là d'arriver sur un truc qui est très lounge, très acid jazz, qu'on pourrait écouter dans un club comme on en rigolait tout à l'heure, avec un cocktail, quoi, à la main, et puis voilà, l'ambiance est sympa, quoi. Il y a un petit peu ce côté-là, mais et puis sans prétention aussi, quoi. En fait, je pense que c'est Kamasi Washington, quoi, qui a décidé de faire un truc comme ça, et ça collait super bien. Esthétiquement, c'est dans les clous, et c'est très plaisant à écouter. Et puis pour le coup, sur Cherokee, en plus, c'était peut-être aussi quelque chose à tenter, quoi, parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, normalement c'est pas un morceau qui se prend comme ça, quoi, en fait. Ouais. Donc là-dessus, la démarche, elle est aussi pas vraiment intéressante. Puis même harmoniquement, c'est pas un morceau qui se prête à faire des arrangements. Très clairement, ouais. C'est-à-dire, c'est une harmonie qui est assez statique, à part sur le B, ça bouge pas beaucoup, quoi. Et ouais, je pense que c'était un thème qu'il devait particulièrement apprécier, un peu comme Clair de Lune, quoi. Je pense que c'est un petit clin d'œil, il s'est dit, voilà, pourquoi pas. Et je pense on peut dire qu'il a plutôt bien réussi dans sa démarche. Alors moi, du coup, pour continuer, donc c'est vrai que j'ai pas mal laissé mes camarades évoquer cet album The Epic. Donc moi, c'est vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, les premières fois que je l'écoutais. Et du coup, pour cette émission-là, ça a été l'occasion de m'intéresser à ce saxophoniste que je ne connaissais vraiment que de nom. Et donc je suis tombé sur des enregistrements qu'il a fait à New York, donc là en toute petite formation. En fait ils sont 4 dans l'enregistrement que l'on va écouter juste après. Alors c'est le personnel qui est présent également sur cet album, donc on retrouve cette fameuse chanteuse Patrice Quinn, le tromboniste Ryan Porter qui joue également sur l'album The Epic, et enfin le contrebassiste qui est en fait, vous allez voir dans cet extrait, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas qui est assez original dans sa démarche d'approcher les choses, je trouve, et toujours dans cette aussi capacité d'essayer de renouveler les matériaux et la façon d'utiliser les instruments
leur son dans la musique jazz, donc Miles Mosley, donc du nom, vous l'aurez compris, de Miles Davis bien sûr. Donc je vous propose d'écouter un extrait de ces enregistrements dans le studio, donc une sorte à mon sens, de petit laboratoire sous beaucoup d'influence. Et on écoute tout de suite Fair as Equal.
Nous venons juste d'écouter donc Fair as Equal, enregistré par Kamasi Washington avec ses compères de l'album, donc une partie de ses compères, Ian Porter au trombone, Patrice Quinn au chant et Miles Mosley à la contrebasse. Donc ce sont des enregistrements qui datent de février 2016 au studio Pasté. Alors comme on en parlait hors antenne avec mes collègues, donc là on a quand même un morceau où il y a énormément d'espace, énormément aussi ce côté très cosmique, très volatile. Bon, c'est vrai que avec les effets de la contrebasse et ce jeu sur les harmoniques et un thème qui est en fait assez léger et assez transcendantal si j'ose dire, hein, pour caser le thème. On a quand même ce côté vraiment exploration, tout en même temps avec quand même un son très très puissant. Enfin moi ça me fait beaucoup penser quand même à une expressivité tu vois de Coltrane à la fin de son chorus là quand il monte vraiment en puissance le saxophoniste un côté vraiment voilà je remplis l'espace il y a moi je dessine vraiment le truc quoi, je dessine le monde sonore qui s'ouvre à moi quoi en fait. Un élément qui m'a beaucoup marqué en fait c'est l'introduction à la contrebasse qui est magnifique déjà, donc contrebasse avec effet notamment de la wah-wah et joué à l'archet, qui me fait moi penser beaucoup à des ambiances qu'on retrouvait chez Jimi Hendrix, donc de par l'utilisation de la wah-wah, une pédale d'effet qu'il utilisait beaucoup. Mais là, ouais, c'est vrai que ça, c'est mon ressenti en tout cas sur la chose, c'est qu'on sent des influences encore une fois qui sont très très larges et une tradition et le côté mystique, science-fiction qu'il y a dans cette intro, pareil très très planante et donc voilà, enfin c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'écoute de ce morceau en tout cas. Alors pour ma part, je pense que c'est bien davantage du phaser en fait que de la wah-wah, mais enfin c'est un effet quand même relativement proche, mais qui n'a pas été utilisé de la même façon, je pense, mais en tout cas qui est très présent encore une fois dans la culture des années 70. Alors d'ailleurs, moi j'avais une question technique à propos de ce phaser-là. Est-ce que ça s'utilise, est-ce que ça s'apparente à l'utilisation faite d'une wah-wah, c'est-à-dire une pédale qu'on pousse et qu'on actionne comme ça de façon à provoquer un effet, mais tu sais pas un effet qu'on bloque en fait, juste en appuyant dessus. Un effet qu'on contrôle toujours, comme la wah-wah. Ça peut, c'est pas... usuellement, c'est plutôt un effet fixe, en fait. D'accord, mais on entend bien, en comme fait, que c'est un décalage. En fait, c'est un D'accord. décalage de phase, donc c'est quelque chose d'assez régulier. Tu peux juste régler, en général, la fréquence, en fait, à laquelle tes phases, elles vont se retrouver. Et moi, je pense que c'est ça, parce qu'en fait, t'entends bien régulièrement, en fait, ça fait des vagues, tu vois, que tu peux pas avoir avec la wah-wah. Et puis j'imagine qu'aussi, de façon... Enfin, si on est un peu terre-à-terre, ça doit être très très dur d'actionner une wah-wah en même temps qu'on est en train de jouer à l'archet sur une contrebasse. On a déjà, je pense, peut-être beaucoup de choses à s'occuper plutôt que de toujours avoir le pied sur quelque chose de très mouvant en fait. S'assure bien que ça soit des très très grands techniciens. Et c'est là d'ailleurs où je voulais en venir, parce qu'on entend en fait dans ce morceau beaucoup de sons en fait venant d'instruments un petit peu. En tout cas, il y a un détournement, je trouve. Notamment, comme tu l'expliquais en antenne, le saxophone au début qui joue des percussions. Donc c'est juste en fait les clés qui viennent tapoter contre le corps. Donc la contrebasse qui va jouer des harmoniques ou qui va jouer à l'archet en fait, de manière très très récurrente en fait. C'est là où tu voulais dire, il y avait ce côté transcendantal. Je trouve qu'en fait là, on a vraiment effectivement ce côté trans et qui vient, à mon sens, bien plus par la répétition, parce qu'il y a vraiment un riff très lourd en fait. Je le trouve assez lourd, assez nocturne en fait ce morceau quoi. Et, à partir du moment où le riff de contrebasse arrive,
il reste tout du long. Et même le thème, en fait, le thème n'est qu'une répétition. Et tous les contrepoints, après, qui sont un petit peu improvisés avec la trompette et le saxophone, finalement, ils sont toujours autour des mêmes notes, ils sont toujours articulés autour... Trombone, Nicolas. Excusez-moi, du trombone, je me suis emballé. Mais ouais, t'as raison. Et puis moi, je trouve que t'as aussi là, on a quand même affaire à deux instruments, tu vois, assez lourds quand même. Un saxophone ténor et puis une contrebasse. On a quand même une tessiture qui est très, vachement très grave grave aussi. Voilà, ça rajoute vachement la dimension très lourde et très mystique du truc. Même au chant, finalement, l'ambitus c'est assez restreint. Quoi. On reste encore dans le médium grave. Et puis il y a un trombone à côté, quoi. Donc c'est vraiment, c'est très très lourd, c'est très très grave, quoi. Aussi, une chose à noter dans ce morceau, c'est qu'il n'y a aucun instrument harmonique. C'est que des instruments monodiques, donc un trombone, contrebasse, le chant, saxophone. Ça apporte aussi. C'est des couches qui se superposent. Voilà, quoi. C'est ça. Je pense que ça participe beaucoup. Enfin, qui est vraiment aucun instrument harmonique. Est-ce qu'il n'y aurait même pas presque, tu vois, un clin d'œil au minimalisme, quoi, le fait qu'il n'y ait que des choses qui se répètent et qui s'ajoutent les unes aux autres, tel une danse, quoi, une danse transcendantale un peu. Ce qui est très amusant aussi, c'est que ça, là, du coup, on voit vraiment que, en fait, ça fait partie de l'univers du musicien en lui-même et aussi de l'univers des musiciens qui l'accompagnent, quoi, parce que on a cet aspect-là sur l'album et en fait, on le retrouve d'une autre façon, en quelque sorte, en plus petite formation avec d'autres codes, mais on retrouve également ce même aspect un peu mystique et très improvisé, très libre et très lourd aussi de sens, quoi, mais en toute petite formation. Donc peut-être à la fois qu'il y a contraintes techniques, parce que là pour le coup ce sont des enregistrements qui se passent dans un studio. Alors si vous allez sur YouTube les regarder, ça se passe dans une pièce qui est assez petite en fait, donc même de niveau technique en fait on n'aurait pas pu mettre tous les musiciens de l'album dessus. Mais c'est aussi peut-être ça montre aussi que le musicien ça fait vraiment partie de son projet et de son être musical en fait, que ce soit en album avec du personnel ou que ce soit avec ses musiciens qui l'accompagnent, mais en formation un petit peu plus réduite. Ouais. Une spontanéité, je trouve, et puis le fait qu'il soit très adaptable sur beaucoup de terrains. Je veux dire, pas non seulement sur The Epic, mais comme t'en parlais d'ailleurs, et c'est peut-être même l'objet de la prochaine section. Ouais. Mais Kamasi Washington, en fait, a collaboré avec énormément de producteurs différents, de groupes différents, et notamment en fait avec le rap, et ce qui prouve à quel point effectivement le background de ce musicien est absolument impressionnant, et ce qui montre encore une fois le côté très cosmique et très intéressant de ce musicien. Effectivement, oui, comme je le disais tout à l'heure, sa première tournée vraiment professionnelle et nationale, donc aux États-Unis, c'était avec Snoop Dogg en fait. Il était musicien de scène pour le rappeur Snoop Dogg. Mais il a pas, en tant que sideman, il avait aussi travaillé avec Gerald Wilson dans le big band de Gerald Wilson à partir pareil 2005, 2006, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai plus les dates précises en tête. Et on le retrouve aussi à travailler avec Kendrick Lamar, notamment le rappeur, pareil, le jeune rappeur Kendrick Lamar, californien également. Donc là, pareil, Kendrick Lamar, c'est une grosse machine, mais qui est très bien entouré. C'est au piano, donc saxophone, du coup, les parties de saxophone sont enregistrées par Kamasi Washington. Mais le piano, Robert Glasper au piano, la trompette, les parties de trompette, c'est Ambrose Akinmusire. On retrouve des featuring avec George Clinton notamment. Donc c'est le parrain de la funk, peut-être qu'on peut. Voilà, oui. Qu'on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça, voilà. Et donc à la production de cet album de Kendrick Lamar qui s'appelle To Pimp a Butterfly, il y a notamment aussi Flying Lotus. Donc Flying Lotus qui est un producteur, DJ, compositeur de musique électronique et explorateur musical, a aussi travaillé du coup aussi de son côté pour ses albums solo, pour son projet personnel avec Kamasi Washington, notamment sur l'album You're Dead, un morceau qui s'appelle Moment of Hesitation que l'on va écouter maintenant.
Voilà, c'était Moment of Hesitation de Flying Lotus avec notamment Kamasi Washington au saxophone. Donc là, oui, voilà, on est sur quelque chose encore une fois de très expérimental, j'ai envie de dire. C'est que c'est encore une fois Flying Lotus est producteur de rap et rappeur et compose de la musique électronique. Et là, donc on est sur quelque chose de très très nerveux, très lourd et voilà. Donc c'est pour moi, ça fait partie des objets non identifiés un peu de cette musique. Bah, c'est un peu à l'écoute, c'est où est-ce qu'on est quoi en fait. Ouais. On a la walking bass derrière, puis qui continue, un espèce d'accompagnement à la batterie, au ballet, avec des pêches, on sait pas trop où, le saxophone qui improvise dessus. Donc en effet, ouais, ça donne quelque chose de très nerveux. En même temps, on se questionne, on sait pas trop. Et c'est ce côté aussi court en fait, parce que c'est vrai que le morceau, contrairement aux autres qui font maintenant, voilà, qui ont fait une douzaine de minutes, très court, renforce aussi un peu ces questions qu'on se pose par rapport à l'esthétique et où est-ce que Kamasi et puis le producteur Flying Lotus veulent réellement nous emmener quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve en fait un peu sur tout cet album-là. C'est que c'est que des morceaux très courts en fait. Parfois c'est des morceaux qui durent même pas une minute en fait et qui emmènent dans des ambiances toujours comme ça. Et qui sont sûrement en train de s'enchaîner, ce qu'on entend bien à la fin en fait, que la coupure est extrêmement brutale et qui doit très sûrement s'enchaîner sur la piste d'après. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette ligne directrice en fait autour du rythme de batterie en fait qui est toujours là, toujours présent, même s'il n'est pas tout le temps très chargé. C'est vraiment le point central, je trouve, la ligne directrice. Et qu'est-ce qu'on peut noter de notable aussi ? Oui, très, très beau. Très belle figure de style. Ouais, j'adore quand tu parles comme ça, Nicolas. Oui. Non, j'aime beaucoup le Fender Rhodes, par exemple, en fait, encore présent, avec quelque chose de très vaporeux, mais en même temps harmoniquement très complexe. Ça m'a beaucoup fait penser au début de Beaches Brew, par exemple, de Miles Davis, en fait, au début des années 70. Fin des années 60, pardon. On retrouve l'ambiance de cet album. Oui, effectivement, j'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que on sent qu'il a dû écouter l'album avant, quoi. C'est, au niveau des ambiances. Ouais. Il y a un éclectisme total, je trouve, du côté de Kamasi Washington qui est absolument incroyable, quoi. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ça touche un peu, en fait, tous les styles auxquels il a touché, quoi. Il a une patte, en fait, qui est vraiment inhérente au personnage, quoi. Personnage d'ailleurs qu'il aime beaucoup jouer, quoi. Je veux dire, quand on regarde un petit peu même sa façon de s'habiller, la façon dont il se présente. C'est vraiment, je pense, il joue beaucoup sur ce côté personnage en plus. Hein. Ouais, bah il y a un peu le côté Sun Ra, quoi, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Excentricité à donf, côté cosmique, sur des morceaux des fois on se demande un peu où on est, mais on se laisse vraiment emmener par son instrument et par le monde sonore qui tisse avec ses musiciens. Quoi. Mais c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup quand en écoutant cette musique. C'est vraiment ce genre de truc. C'est toujours la question de voilà pourquoi on l'appelle jazz encore et est-ce que c'est du jazz. Alors bon, je pense pas que c'est une question qui est vraiment si importante que ça. Mais c'est simplement que c'est des musiques qui nous transportent quoi en fait. Vachement quoi. Puis tout en ayant ce côté, je trouve, très accessible, quoi, presque pop, qu'on retrouve en fait énormément dans la musique, notamment jazz américaine actuelle, quoi. Hein. Je veux dire qu'on aille regarder chez Snarky Puppy, par exemple, même si c'est à New York, qu'on aille voir chez, je pense à Gregory Porter, en fait, sur certaines choses, notamment au niveau des arrangements qui sont assez similaires. Il y a même dans cette exploration, dans cette recherche un petit peu de nouvelles, enfin d'une identité même sonore, d'une esthétique. Il y a, je pense, cette volonté totale de faire quelque chose d'accessible en fait et qui touche un grand public et d'ailleurs c'est ce qui s'est prouvé puisque The Epic a quand même été un énorme succès je veux dire même commercial quoi. Fin de mémoire c'est genre troisième meilleur album dans le top jazz à son année de sortie donc c'est quoi 2015 ouais, 2015 ouais. Donc il a vraiment été bien classé quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais Nicolas ouais sur cette tendance c'est vrai que du coup moi je découvre aussi un petit peu ça parce que en fait les nouvelles tendances enfin la nouvelle tendance entre guillemets du jazz que j'avais beaucoup pu entendre par quelques-uns de mes amis musiciens, en fait, c'était plutôt ce courant qui était porté par des gens comme le batteur Harry Honing ou le guitariste Gilad Excelman, en fait. Mais là, pour le coup, on est sur d'autres codes, en fait. Plutôt que sur cette simplicité, on est plutôt sur repousser aux limites vraiment de la technicité quoi que l'homme peut supporter, même dans sa manière en fait de penser, de réfléchir et de jouer la musique avec beaucoup de métriques très compliquées, beaucoup de choses, beaucoup de choses en fait
très intellectualisé, quoi, et qui demande un effort et une concentration aux musiciens qui atteignent des niveaux assez incroyables quand même, quoi. T'en as effectivement quand on prend Ironig ou qu'on prend en fait tout ce courant, même genre, juif en fait, surtout au niveau de Brooklyn. Effectivement, on est dans même je pense la surintellectualisation du jazz qui s'adresse non seulement déjà c'est des interprètes en fait avec un niveau absolument monstrueux. Et qui en plus s'adresse à un public qui est extrêmement restreint, quoi. C'est vraiment l'élite, quoi. Je veux dire, plein d'albums comme ça qui sont très très durs à l'écoute, quoi. Hein. C'est abstrait, c'est abstrait, et même si ça l'est moins pour eux sans doute, ça reste quand même des choses qui sont très très dures d'écoute, même quand ils reprennent des standards ou des choses comme ça. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un peu de la musique pour musiciens en fait. Ça, c'est tout à fait. Harry Honing, c'est ça, c'est que la plupart des gens, enfin, bien sûr, je suppose que beaucoup de gens non musiciens de jazz écoutent sa musique, mais c'est vrai que on n'entend pas parler. Alors que des gens comme Gregory Porter, en fait, on en entend déjà plus parler, en fait, voilà, au-delà de ses frontières, quoi. Ouais, c'est ça. Même Kamasi Washington, enfin, je pense qu'il a même réussi à percer au-delà de la sphère jazzistique pure, quoi. Hein, je veux dire, c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. D'autant qu'en plus, il a pondu quand même une œuvre absolument démentielle, quoi. On est là sur 3 heures de musique, sur 3 disques. Encore une fois, oui, je pense qu'il a voulu pousser son concept jusqu'au bout. Un vrai objet non identifiable, jazzistique. Le terme était particulièrement bien choisi d'ailleurs. Donc, rendons grâce à Thibaut pour cette trouvaille. Pour le titre d'émission. Ô combien évocateur, bien sûr. Donc je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du personnage. On a fait le tour du personnage, assez succinct encore une fois. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir, notamment ses participations en big band avec Gerald Wilson, toutes ces choses-là. Mais je pense que oui, pour conclure, Kamasi Washington, c'est un explorateur. C'est un explorateur, on peut le dire un peu. Je pense que ça s'entend dans la musique, notamment avec le premier morceau qu'on a écouté, Change of the Guard, mais qui en même temps montre la tradition d'où il vient, la tradition donc par son interprétation de Cherokee, qui, bien que une interprétation du coup d'un morceau, d'un véritable standard de jazz connu, reconnu, rejoué, re-rejoué, qui est une version quand même assez originale avec par ses caractéristiques, mais également Clair de Lune du coup de Debussy. Nous allons nous quitter là-dessus. Une interprétation donc d'un compositeur français du début du XXe siècle, d'un morceau très très connu, et il en donne du coup une version assez surprenante. Voilà, surprenante. Merci en tout cas de nous avoir écoutés sur cette toute première émission OJNI, objet jazzistique non identifié. Donc on se quitte sur un album, sur un titre qui est sur l'album The Epic, donc Clair de Lune de Kamasi Washington. En attendant.